Vous êtes sur TV Vendée, bonjour et bienvenue dans votre Flash Info du mardi 26 mars. Depuis le 1er octobre 2023, il est obligatoire de recourir à un mode de résolution amiable pour un litige avant de saisir le tribunal judiciaire concernant une somme qui ne dépasse pas 5 000 €. Gilles Delplanque est conciliateur de justice dans le sud Vendée. Il tient bénévolement différentes permanences à Fontenay-le-Comte ou Benay. Son action permet d'éviter des actions en justice souvent longues et coûteuses. Alix Lanos l'a suivi dans une de ses permanences. À chacune de ces permanences, les rendez-vous s'enchaînent dans le bureau de ce conciliateur de justice. Parmi eux, ce monsieur vient pour un litige avec son assurance suite à des dégâts sur sa toiture. La position de l'assurance, ça sera à dire, nous, le toit n'était pas en bon état auparavant. Il ne faut pas qu'on arrive sur une situation de blocage du Crédit Mutuel qui dit, nous, on ne paye rien, d'accord dessus, et vous n'avez rien. Après étude de son dossier et pour éviter d'aller en justice, le conciliateur cherche une solution à l'amiable. Cette personne devra prendre une partie à sa charge, d'accord, pour résoudre son problème, d'accord. C'est tout ce que je peux faire, d'accord. Après, c'est passer en justice. Il va voir un avocat qui va le mettre en justice pour voir si il va gagner avec expertise et compagnie. Mais ça, un dossier en justice, c'est un dossier à 5 ou 6 000 €. Pour un montant de 3 000. Vous avez tout compris. Plusieurs fois par mois, Gilles Delplanque reçoit, écoute et tente de régler à l'amiable toutes sortes de litiges. Ça va du problème prud'homal, la personne qui n'a pas reçu son solde de tout compte, jusqu'au problème de consommation, la personne qui a signé un bon de commande et qui n'a pas sa marchandise ou qui n'a pas son bien, jusqu'au trouble de voisinage, donc la personne qui n'a pas coupé la haie. Il existe 27 conciliateurs de justice en Vendée. Comme Gilles Delplanque, ils ne sont ni avocats ni médiateurs. Leur action, bénévole, consiste à réunir toutes les pièces des dossiers et tenter de faire se parler les différentes parties. Déjà, avec les photos que je vais avoir et les constats que je vais faire, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal. D'accord, donc, et suite à ça, je lui fais un courrier en disant, monsieur, vous êtes dans les clous, vous n'êtes pas dans les clous. Bon, moi, il me claque la porte au nez, j'ai qu'à me débrouiller, et ça ne le concerne pas. Oui, mais alors, après, moi j'écris sous le couvert, moi je suis agréé par le ministère de la Justice. Donc bien souvent, ce qui se passe, c'est que les gens disent, attention, on va un peu plus loin. L'année dernière, M. Delplanque a géré 170 dossiers, 76 se sont réglés à l'amiable, évitant ainsi des frais de justice et l'engorgement des tribunaux. Y aura-t-il ou non un péage sur le pont de Noirmoutier? La question a semble-t-il été éludée un peu trop vite par Alain Leboeuf qui évoquait la crainte d'un report de circulation sur le passage du Gois. La communauté de communes de Noirmoutier a riposté en déposant un recours gracieux. Cette question sera donc officiellement débattue et votée au prochain conseil départemental ce vendredi 29 mars. Pour rappel, les élus insulaires demandent la gratuité du pont pour les résidents à l'année ou pour les saisonniers ainsi que les forces économiques. C'était plutôt un dogme politique de dire non, on ne rajoute pas de taxes supplémentaires. Ce n'est pas une taxe supplémentaire, elle est prévue au Code de l'environnement. Donc on ne crée pas de taxes, et ça c'est important de le savoir. On nous accuse de remettre une écotaxe. Non, elle est prévue depuis 1995, elle n'est simplement pas appliquée. Donc voilà, c'est un levier fiscal important qui concerne les visiteurs et pas les habitants de Noirmoutier qui sont eux déjà fiscalisés et qui, entre guillemets, je le dis souvent, on a la responsabilité d'un parc de loisirs à 120 000 personnes l'été, et contrairement au parc vendéen bien connu, moi je n'ai pas de billetterie et je n'ai pas de bénévoles. Donc il faut trouver des moyens financiers pour préserver notre territoire. Les insulaires ont créé un groupe de travail avec des élus des îles de Ré et d'Oléron afin d'être davantage entendus au plan national. Le 51e mondial football de Montaigu s'est ouvert ce lundi. 22 équipes de U16, des joueurs de moins de 16 ans, sont engagés dans le tournoi. Les talents de demain, venus du monde entier. 1 heure avant le coup d'envoi, notre journaliste Julie Morini a tâté l'ambiance. 1 heure avant le coup d'envoi, les invités d'honneur du tournoi arrivent. Les Coupes du Mondial sont enfin là. L'effervescence est à son comble. Il faut dire que pour les organisateurs, c'est un travail à l'année. Depuis 51 ans maintenant, la compétition est une institution. Quand on parle un peu autour de nous du Mondial Football de Montaigu, tout le monde, oui, c'est la semaine qu'on coche sur le calendrier. Donc oui, c'est vraiment une institution. 50 ans, c'est pas rien. Quand on voit le nombre et le nom des joueurs qui sont passés à Montaigu, de Ronaldo, Benzema, Deschamps et compagnie, tous les grands noms du football. Donc ouais, c'est vraiment une institution. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à la faire perdurer le plus longtemps possible. Et dans les gradins, les premiers spectateurs arrivent.
C'est vrai que d'avoir un événement de ce titre-là à Montaigu, ça reste quand même quelque chose d'impressionnant. Du jour au lendemain, tu pars voir un match mondial, c'est incroyable. Et certains sont venus de loin. Bonjour tout le monde, on vient de San Francisco. On est là avec l'équipe mexicaine. Allez Mexico! Côté coulisses, les derniers préparatifs battent leur plein. Sur Montaigu, 400 bénévoles vont travailler sur la semaine. Les trésoriers, eux, préparent la monnaie du tournoi, l'euro mondial. Ça évite d'avoir de l'argent à rester dans les bars, au niveau des points de vente de restauration. Donc là, ça reste que sur des jetons. Et donc tout est centralisé au niveau de la monnaie, sur un seul point. Et oui, pour acheter ces boissons chez Dédé, il faut donc utiliser ces jetons. Derrière le bar, tout est prêt pour hydrater les supporters. Super ambiance dans l'équipe en plus. Et les gens sont super sympas, le public, on n'a aucun souci avec le public. 16h, le coup de sifflet est donné. La Suède a affronté le Mexique pour le match amical d'ouverture. Score final, 1-1. Et dans la foulée de ce match d'ouverture, la compétition officielle du Challenge Nation Féminin a débuté avec 2 rencontres. À Montaigu, l'équipe de France U16 a affronté celle des Pays-Bas. Après avoir mené 2-0, les Bleuettes sont finalement rejointes par les Néerlandaises. Score final 2-2. Et dans le même temps, affrontait le compte, le Japon était opposé au Portugal. Et ce sont les Japonaises qui se sont imposées sur le score de 1-0. Elles prennent donc la tête du classement. Ce tournoi féminin se poursuivra mercredi. Et ce mardi, début de la compétition dans le Challenge Nation Masculin avec 4 rencontres au programme à partir de 18h30. À suivre notamment l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire à Montaigu. Les fans de Johnny étaient comblés avec cette double séance de dédicaces dans une galerie marchande de Luçon ce samedi. Fabien Lecoeuvre, chroniqueur télé, spécialiste de la chanson française et auteur, était présent pour dédicacer sa BD Johnny, la voix d'une génération. Patrick Roussel, également ancien chauffeur et garde du corps de l'idole des jeunes, présentait son livre Tout le monde l'appelait Johnny. Ce livre, l'ancien chauffeur l'a écrit pour montrer le vrai Johnny qu'il a connu. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour une édition complète. Passez une belle après-midi et à plus tard.